Voyons maintenant comment choisir la température du réacteur, puisque jusqu'à présent, on a travaillé sur des réacteurs isothermes. On vient de voir comment déterminer le bilan thermique sur ces réacteurs. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que travailler en isotherme est le bon choix ? Et si c'est le bon choix, à quelle température faut-il travailler? Et si ce n'est pas le bon choix, que faut-il faire? Alors, on va avoir 3 cas différents. Premier cas de figure, si on a affaire à une réaction irréversible. Ici, j'ai représenté sur un graphique XA en fonction de la température des courbes isovitesse. Donc, j'ai pris différentes vitesses de réaction. Bon, là, j'ai mis les valeurs, mais peu importe, ce qui compte, c'est la forme des courbes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez ces courbes comme ça qui croissent relativement rapidement pour finir par se confondre avec XA égale 1. Donc ça, c'est le cas des réactions irréversibles. Et donc, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est que pour obtenir un taux de conversion élevé, pour une valeur de vitesse donnée, il va falloir travailler à des températures plutôt élevées, plutôt partir par ici que de travailler dans cette zone. Et puis, deuxième chose, par rapport à la valeur de la vitesse, on sait bien que la valeur de la vitesse va conditionner la taille du réacteur, mais on a évidemment intérêt à travailler à des vitesses de réaction élevées. Donc du coup, on est conduit à travailler à la température la plus élevée possible, à la fois d'un point de vue cinétique et d'un point de vue thermodynamique. Alors cette température, finalement, ça va être des considérations technologiques par rapport à la tenue des matériaux constitutifs du réacteur, éventuellement les problématiques de dégradation possible des molécules qui se trouvent dans le réacteur, d'explosion, de choses comme ça. Donc ça va vraiment être la température la plus élevée possible en fonction des contraintes de réalisation de la réaction, des contraintes de sécurité également. Deuxième cas de figure, si on a affaire à une réaction réversible endothermique. Alors, dans ce cas-là, vous voyez que les courbes isovitesse ont une forme un peu similaire à ce qu'on avait juste avant, mais par contre, il existe maintenant une zone interdite, impossible à atteindre d'un point de vue thermodynamique, et cette zone, elle est pour des valeurs de température faibles quand on a le cas d'une réaction réversible endothermique. Alors, exactement pour les mêmes raisons que sur le graphique précédent, on va avoir intérêt à travailler dans une zone où la vitesse de réaction est élevée et puis travailler dans cette partie-là de la courbe, donc à la température, encore une fois, la plus élevée possible, toujours en fonction des contraintes de fonctionnement du réacteur, les contraintes de sécurité. Donc finalement, quand on a affaire à une réaction irréversible ou une réaction réversible endothermique, eh bien, c'est une bonne façon de faire de travailler en isotherme et on va travailler à la température la plus élevée possible. Ça ne va plus être vrai lorsque l'on va avoir affaire à une réaction réversible exothermique. Vous voyez que cette fois, on va avoir des courbes isovitesse qui, pour les faibles vitesses, ont une forme similaire à ce qu'on a vu jusque-là, mais pour les vitesses plus grandes, quand on va s'approcher de la zone interdite d'un point de vue thermodynamique, eh bien, on va avoir des courbes en cloche comme ça, courbes isovitesse qui ont cette forme. Donc du coup, cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est que pour avoir un taux de conversion important, eh bien, il faudrait travailler à des températures plutôt faibles. Mais le problème, c'est qu'à des températures plutôt faibles, la vitesse de réaction est faible. Donc c'est l'opposition classique entre la cinétique et la thermodynamique. Donc d'un point de vue cinétique, il faudrait travailler à température plus élevée, mais d'un point de vue thermodynamique, si on travaille à température élevée, on se heurte à la barrière thermodynamique et donc on ne peut pas atteindre des taux de conversion élevés. Et donc du coup, on peut avoir l'idée de prendre un fonctionnement non isotherme et de commencer la réaction tant qu'on est à des faibles taux de conversion à température élevée pour profiter des vitesses importantes dans cette zone. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avoir le taux de conversion qui va augmenter, eh bien, de refroidir pour ne pas être confronté à la barrière thermodynamique.
Et le chemin optimal, eh bien, il consiste à passer par les points maximum des courbes isovitesse. Bon, là, j'ai un petit peu raté mon dessin, on va passer plutôt par là. Par le lieu, finalement, des maximums des courbes isovitesse. Et ce lieu des maximums des courbes isovitesse, ça s'appelle la progression optimale de température, la POT. Donc finalement, quand on a affaire à une réaction réversible exothermique, c'est le seul cas où il n'est pas pertinent de travailler en isotherme et où au contraire, il va falloir essayer de travailler d'abord à des températures élevées tant que la conversion est faible, puis à des températures plus faibles au fur et à mesure que la conversion augmente, afin de ne pas se confronter toujours à cette barrière thermodynamique. Alors, ce n'est pas toujours facile de réaliser en pratique un chemin comme celui-ci. Et donc, du coup, on peut faire des choses technologiquement relativement simples qui vont consister à avoir successivement plusieurs réacteurs qui vont fonctionner en adiabatique et entre chaque réacteur, mettre un refroidisseur. Et du coup, le chemin thermique, il va ressembler à quelque chose comme ça. On va avoir un réacteur qui fonctionne en adiabatique, donc on retrouve notre bilan thermique comme ça. Ensuite, on va pas aller évidemment jusqu'à la barrière thermodynamique, on va s'arrêter un petit peu avant. Ensuite, on va refroidir. Et puis ensuite, on va mettre un deuxième réacteur. Alors, tout le jeu est de savoir jusqu'où on va ici. Donc, par exemple, un deuxième réacteur comme ceci. Alors, si chacun des réacteurs fonctionne de manière parfaitement adiabatique, les différentes droites comme ça sont parallèles. Et donc, on va de nouveau faire donc, ce deuxième réacteur pour pouvoir atteindre un taux de conversion plus important. On va de nouveau refroidir et puis peut-être en faire encore un troisième pour essayer d'atteindre des taux de conversion élevés ici. Alors évidemment, ce jeu qui consiste à associer un réacteur, puis un refroidisseur, puis un deuxième réacteur, puis encore un refroidisseur et ainsi de suite, on ne va pas en mettre 50 les uns derrière les autres. Donc en général, on en met 2-3 réacteurs successifs avec des refroidisseurs intermédiaires. Donc vous avez vu que finalement dans beaucoup de cas, c'est une bonne idée de travailler en isotherme dans un réacteur et on travaillera à la température la plus élevée possible. Et il y a seulement quand on a affaire à une réaction réversible exothermique qu'il va falloir travailler non pas en isotherme, mais idéalement en suivant la progression optimale de température ou en tout cas en essayant de s'en approcher.